chargé de mission innovation en santé du végétal au sein du pôle Végépolis Valley, voilà, donc pôle de compétitivité du végétal situé dans les régions Bretagne, Pays de la Loire, Centre-Val de Loire et Auvergne-Rhône-Alpes. Donc pour ceux qui ne nous connaissent pas, parce qu'on accueille des adhérents du pôle aujourd'hui, mais pas que. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, donc on traite de l'innovation sur toutes les thématiques du végétal, de l'amont à l'aval. Donc, moi, je m'occupe plus particulièrement de la santé du végétal, mais aussi des thématiques sur les nouvelles technologies, sur l'innovation variétale et sur la valorisation du végétal, que ce soit en agroalimentaire ou dans les autres filières potentielles. Et on est heureux aujourd'hui de vous présenter cet appel à projet dans le cadre d'un projet européen où on est partenaire, le projet I3 Core Biofertilizers. Euh, donc, on accueille aujourd'hui, et je ne l'ai pas précisé, à la fois des Français, mais aussi quelques Belges. Alors, je sais pas s'il y en a beaucoup qui se sont connectés, mais voilà, cet événement est aussi ouvert pour la communauté belge, francophone, bien évidemment. Pour le programme du webinaire, donc voilà, je viens de me présenter. On vous présentera rapidement le projet Biofertilizer. On rentrera juste un tout petit peu dans le détail sur les premières actions qui ont été menées dans le cadre du projet, notamment des contributions que certains ont pu avoir en début d'année dernière sur le sujet, et, une enquête sur laquelle on pourra vous donner quelques conclusions. Je vous présenterai ensuite l'appel à projet et je donnerai la main à deux de nos partenaires dans le cadre de ce projet, de partenaires français qui sont Veragro et Cybelle, pour présenter voilà, ce qu'ils réalisent dans le projet et leur challenge. Peut-être que Théo, Arnaud, vous pouvez vous présenter en deux mots aussi pour terminer sur le contexte du projet, si vous êtes bien là. Ouais, et ben merci Thomas. Bonjour à tous. Donc voilà, moi Théo Saint-Martin, je suis donc un des cofondateurs de Veragro. Et puis bah, je vais vous expliquer un petit peu qu'est-ce que Veragro et qu'est-ce qu'on fait dans ce projet-là tout à l'heure. Ah, on t'entend pas, Arnaud, je crois. Pardon? C'est bon, c'est Ah oui, revenu. excuse-moi. Arnaud Valdelièvre, directeur général de Cybelle Agrocare. Et comme Théo, je vais vous présenter notre rôle au sein de ce projet et ce qu'on propose. Merci à tous les deux. Effectivement, voilà, comment on va vous le présenter? C'est un projet assez complexe dans le consortium. On a à la fois des clusters, des universités, mais aussi des entreprises. Et on aura l'occasion d'y revenir un peu plus tard. Et pour terminer, comme je le disais, une phase de questions-réponses. Donc, vous pouvez d'ores et déjà, si vous avez des questions durant les présentations, utiliser l'onglet conversation du Teams pour poser vos questions. On y reviendra à la fin. Et puis, on pourra de toute façon échanger plus largement sur cette dernière question. Et dernière chose, un replay sera disponible. Alors, on a déjà fait une version en anglais de ce webinaire avec tous nos partenaires européens, qui est déjà disponible sur notre site internet. Là, en français, ce sera l'idée aussi de rentrer peut-être un peu plus dans le détail sur certains points, notamment les challenges qui seront proposés par Veragro et Cybelle Agrocare. Hop. Donc, le projet I3 for Biofertilizer, qu'est-ce que c'est? C'est un projet à 7,7 millions d'euros de budget. Vous voyez, en France, on a 1 million d'euros, que ce soit ceux qui sont répartis entre Cybelle, Veragro et nous-mêmes. Projet cofinancé par l'Union européenne et qui a pour objectif de promouvoir la coopération interrégionale dans le secteur des biofertilisants en Europe. Donc, quand on parle d'interrégional, c'est-à-dire qu'on se base bien sur des régions administratives françaises, espagnoles, italiennes, qui vont coopérer ensemble. C'est pas les pays qui coopèrent, c'est vraiment, euh, pour le cas de la France, ça va être les régions sur lesquelles on est financé, donc Bretagne, Pays de la Loire, Centre-Val de Loire, Auvergne-Rhône-Alpes, plus les régions Normandie et Île-de-France qui sont situées Veragro et Cybelle, avec d'autres régions sur les autres pays européens.
Ce qui ne veut pas dire que les éléments qu'on va générer dans le cadre du projet ne peuvent pas être utilisés par des structures qui viennent d'autres régions, hein. Par des livrables peuvent être voilà, seront disséminés et réutilisables par la plupart des régions. Mais nous, dans l'opérationnalité des actions, ce sera vraiment sur ces régions qu'on va se focaliser. Pour décrire très rapidement les différentes typologies d'actions qu'on réalise dans le cadre du projet, donc ce qu'on a déjà fait sur l'année passée, c'est de faire un état des lieux de l'écosystème en Europe concernant les biofertilisants, l'état des lieux marché, les tendances et aussi les leviers et freins à leur déploiement. Donc ça, je vous présenterai un peu plus tard. On va avoir quelques éléments déjà à vous répertorier. On a déjà et on va continuer notamment à travers cet appel à projet de soutenir un portfolio d'innovations qui sont portées par des startups et des PME autour des biofertilisants, que ce soit des produits, des outils ou des services qui vont contribuer au marché des biofertilisants et aider ces structures qu'on va soutenir, qu'on a déjà soutenues dans le cadre de Cybèle et Veragro et plus tard les lauréats de l'appel à projet, à les aider dans leur déploiement de marché. On va aussi avoir plus tard dans le projet qui peuvent être intéressants pour vous parce qu'on va réaliser des communications, des webinaires sur ces sujets-là, des supports pour améliorer l'investissement et l'accessibilité au marché des PME, voire des acteurs de la chaîne de valeur des biofertilisants sur des aspects de déploiement à l'international, de recherche de financement, de business développement aussi. Donc ça, c'est des éléments, voilà, on pourra vous les repartager quand on les aura réalisés. Et enfin, un des points importants, c'est aussi, vu qu'on est sur des aspects régionaux, d'aider à définir des stratégies publiques régionales, interrégionales, voire européennes, pour financer, pour innover, pour investir dans ces technologies durables. Donc le consortium, vous voyez les acteurs du consortium qui sont avec leur logo à gauche. À droite, vous avez un mapping des acteurs. Alors les différents points, les différents logos sont pas forcément situés là où on est, chacun respectivement situé géographiquement, mais c'est pour vous donner une ordre d'idée de la répartition par pays. Donc, on a des acteurs français, comme je le disais, on a deux acteurs belges, BGT et Mfix. On a des acteurs espagnols, portugais, italiens, grecs et hongrois. Donc, voilà, c'est un consortium très marqué quand même Europe du Sud, mais voilà, avec une richesse en termes de régions qui le constituent assez important. Et je vous disais, on est à la fois des universités, des clusters qui sont dans le projet pour réaliser un certain nombre d'actions, mais aussi des entreprises, parce que ce dispositif du I3 au niveau européen, on est lauréat de ce dispositif I3, mais il y a d'autres projets qui sont lauréats. En fait, dans ce type de dispositif, on demande à ce que des entreprises soient sélectionnées, on les appelle des investment cases, pour réaliser des projets de scale-up dans la thématique du projet qui a été financé. Donc là, on a déjà, lors du dépôt du projet, sélectionné 8 entreprises qui vont développer un certain nombre de thématiques différentes. Donc, on a des entreprises qui vont travailler sur des fertilisants organiques, des biofertilisants liquides, des produits à base de biochar, de décompose de déchets. Et pour la France, comme je disais, on a Cybèle et Veragro qui réalisent pour Veragro plutôt du scale-up de production de l'or biostimulant à base de lombricompost et pour Cybèle, ils y reviendront dans le détail, mais voilà, la production et des tests agro autour de biostimulants issus de PGPR. Et Nfix pour la partie belge, qui est une structure qui développe des micro-organismes issus de biomasse agricole. Donc, on a déjà réalisé des premières actions dans le cadre de ce projet, 3 actions en particulier qui avaient pour objectif de définir les tendances du marché, les opportunités, les freins et de faire des recommandations en termes de politique publique. La première action, c'était un questionnaire qu'on a diffusé autour de nos écosystèmes régionaux pour aider en fait à comprendre comment fonctionnaient les politiques publiques régionales, comment fonctionnaient les écosystèmes d'innovation régionale sur ces thématiques des biofertilisants et de l'économie circulaire autour des biofertilisants. L'action 2, c'était
un questionnaire là qui était plutôt à destination des fabricants de produits biofertilisants, des distributeurs et des producteurs pour comprendre l'état actuel du marché. Et la troisième, c'est une étude bibliographique que des partenaires du consortium ont réalisée pour définir plus précisément le périmètre de l'étude du projet, les tendances qu'il y avait en termes de R&D et le contexte global en Union européenne avec certains aspects de réglementation. Donc là-dessus, on a 3 livrables, un livrable par action qui a été réalisé, qui sont disponibles en anglais déjà sur le site de la Commission européenne, si je ne dis pas de bêtises. Ils sont déjà publiés. Et nous, pour nos adhérents, on a fait des livrables qui sont traduits en version française et des synthèses qu'on pourra voilà, diffuser auprès de nos adhérents, notamment ceux qui sont présents aujourd'hui seront destinataires de ces différents livrables. Pour revenir sur la définition, de 2 points de définition autour des biofertilisants et des biostimulants, que vous connaissez peut-être un peu, notamment pour les biostimulants, parce qu'il y a une définition officielle des biostimulants, mais pour les biofertilisants, il n'y a pas de définition officielle dans la réglementation européenne, voire de consensus scientifique sur cette typologie de produits. Ça, c'est plutôt une définition qu'on a réalisée pour définir le cadre du projet, le cadre quelle typologie de produits en fait on voulait soutenir dans le cadre de ce projet. Et comme vous le voyez, les biofertilisants, on les a définis comme des produits fertilisants qui sont fabriqués entièrement à partir de matières organiques d'origine biologique. Donc, ça peut être des résidus de culture, de compost, donc du végétal, mais aussi des déchets ou des sous-produits animaux. Et ça va être aussi tout ce qui va être à base de micro-organismes, des bactéries, des champignons, des algues, des microalgues, qui là vont être plutôt classés dans la catégorie des biostimulants. Donc, en gros, biofertilisant, c'est dérivé de matière organique, biologique. Donc, on va exclure tous les matériaux d'origine géologique, notamment tous les produits pétrosourcés. Et on va plutôt se situer dans les amendements organiques, les engrais organiques et les biostimulants. Donc, comme vous voyez, il y a un certain nombre d'exemples qui sont donnés, hein, qui sont pas exhaustifs. Enfin, la liste n'est pas exhaustive, mais ça vous donne un peu un ordre d'idée de la typologie de produits qu'on voit comme un biofertilisant. Et les biostimulants, bon, la plupart d'entre vous connaissent la définition. C'est un produit fertilisant qui permet de stimuler les processus de nutrition des plantes indépendamment de leur teneur en éléments nutritifs, donc NPK, oligo-éléments ou autres, et qui vont agir sur plusieurs caractéristiques de la plante ou de la rhizosphère, l'efficacité de l'utilisation des éléments nutritifs, la tolérance au stress abiotique, des traits de qualité de la plante et de la future récolte, et la disponibilité des éléments nutritifs qui sont confinés dans le sol ou la rhizosphère. Donc, pour les biostimulants, c'est une gamme assez large potentielle de produits, hein, qui vont des champignons, bactéries bénéfiques, glucose, hydrolysate, protéines et d'acides aminés, des extraits de plantes, des extraits d'algues, de microalgues, voilà, c'est assez large comme typologie de produits. Ça, c'était pour la définition, quelques points de définition. Et comme je le disais, on a réalisé cette étude de marché, notamment auprès de fabricants, distributeurs, producteurs. Alors, étude de marché est un bien grand mot parce que voilà, on n'était pas dans un contexte aussi formel, aussi large qu'une étude de marché. C'était un questionnaire qui a été diffusé à un certain nombre de participants. On a eu une centaine de retours, je dirais, sur cela, dont notamment presque de la moitié de retours qui venaient de la France. Donc là-dessus, je vous remercie notamment les contributeurs qui ont répondu au questionnaire et qui sont présents dans ce rendez-vous. Ça permet à avoir des résultats, notamment pas mal orientés avec une patte française sur la typologie du marché en tout cas. On peut résumer en gros sur les différents points qu'on a vus, c'est que pour les fabricants, ils sont plutôt positifs sur la future croissance du marché, avec des axes plutôt autour des fruits et légumes. Et ce qu'on a vu, c'est que les fabricants aujourd'hui, autour de ces thématiques-là, proposent des gammes plutôt larges et diversifiées qui incluent des biostimulants. Pour les distributeurs, on voit aussi qu'il y a un potentiel axé autour des fruits et légumes. Par contre, ils sont un peu plus
mesurée par rapport à la croissance et notamment parce que la demande est pour l'instant modérée. Les ventes actuelles de biofertilisants, biostimulants sont plutôt faibles par rapport aux fertilisants conventionnels, même si la plupart proposent aujourd'hui des gammes de biofertilisants et de biostimulants. Et pour les producteurs, déjà, une majorité utilise des biofertilisants, notamment, ils ont déjà des biofertilisants qu'ils peuvent eux-mêmes produire quand ils ont des élevages, des déchets de tonte, de taille de plantes ou autres. Donc, ils passent en majorité par des distributeurs, mais un peu moins pour les fertilisants conventionnels. Et ce qu'à noter aussi, c'est qu'ils sont plus utilisateurs d'amendements et d'engrais que de biostimulants. Il y a 40% de producteurs qui déclarent utiliser des biostimulants, ce qui n'est pas non plus négligeable. Et au-delà de cette définition un peu des typologies de vision que ces acteurs avaient sur ce marché, on a aussi mis en avant certaines opportunités et défis qu'ils relevaient. Dans les opportunités, on voit quand même globalement un intérêt croissant pour les biofertilisants, notamment dans le cadre de l'agriculture biologique, pour améliorer la santé des sols, notamment, ou l'environnement, ce qui se traduit par une demande croissante de ces produits du point de vue des fabricants. Et dans les défis, on voit des défis pour les fabricants qui sont sur des coûts de R&D élevés et une réglementation qui peut être complexe. Une lacune dans l'information des producteurs qui peut se ressentir du côté des producteurs avec un manque de sensibilisation, des inquiétudes par rapport à la performance sur les rendements, qui leur crée un certain scepticisme. Et le fait que ce soit avec des coûts de R&D élevés peut engendrer aussi des coûts de vente élevés pour les producteurs. Et ce qui reste un frein. Et pour les distributeurs aussi, ce qu'on a noté, c'est des chaînes d'approvisionnement qui peuvent être compliquées à gérer. Donc ça aussi, c'est un point sur lequel il faut travailler pour le futur pour promouvoir plus largement ce typologie de produits. Et pour les politiques publiques, alors on l'a résumé là, on l'a résumé par rapport aux 3 différents livrables qu'on a réalisés, que ce soit auprès des acteurs fabricants, producteurs, distributeurs, mais aussi des écosystèmes régionaux. Et cela nous a permis d'établir ces 7 points qui peuvent être challengés, qui le seront dans le cadre du projet avant de pouvoir être intégrés dans vraiment des plans d'action peut-être un peu plus spécifiques auprès de nos régions. Mais l'idée, ça serait de travailler avec nos régions sur ces 7 points, renforcer la coordination et l'alignement politique, c'est-à-dire mettre tous les acteurs de la R&D, les producteurs, les décideurs autour de la table pour avancer dans le même sens. Subventionner, favoriser l'innovation et le transfert technologique, et notamment accentuer la R&D collaborative. Simplifier les cadres réglementaires, on parle beaucoup de cadres réglementaires pour les producteurs, de simplifier les choses, mais pour les vendeurs de produits aussi, il y a peut-être des choses à simplifier par rapport à certaines typologies de produits qui sont très innovantes et qui ne rentrent pas aujourd'hui dans certaines cases. Investir dans les infrastructures et les chaînes de valeur, accélérer la mise en œuvre des politiques publiques, accroître la sensibilisation, la formation et l'engagement des parties prenantes. J'en ai parlé, c'est très important ça pour pouvoir vraiment déployer de manière efficace ces typologies de produits. Et aussi pour aider au déploiement, lutter contre la résistance au changement en arrivant à démontrer l'efficacité avec des incitations fiscales. Ce dernier point sera aussi un peu traité dans le cadre du projet via différentes actions, notamment en subventionnant des entreprises innovantes sur ce sujet. Voilà pour le préambule qui a été assez long. Maintenant, je vais rentrer dans le détail de l'appel à projet. Qu'est-ce que c'est un financement en cascade? Quelle typologie d'appel à projet on se situe aujourd'hui? Dans quelle typologie on se situe aujourd'hui? Donc, ce financement en cascade qui est appelé FSTP au niveau européen, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais le but, c'est vraiment d'accélérer le financement public, d'améliorer le financement public pour les startups et les PME sur des thématiques très précises. En gros, comment ça marche? C'est des fonds que le consortium du projet a reçu, une enveloppe d'1,8 million d'euros qui a été répartie entre tous les partenaires
pour être redistribué auprès des startups et des PME. Ce n'est pas directement la Commission européenne qui vous verse les fonds, ce sera bien différents partenaires du consortium qui va vous verser des fonds. Et quand je dis partenaires, c'est excepté les entreprises qui, du coup, voilà, n'ont pas pour vocation de faire ça. Ça sera plutôt des clusters et des universités qui vont vous verser des fonds. Pour les Français, ça sera probablement nous, sauf, voilà, on a une enveloppe de 300 millions à verser. S'il y a plus de 300 millions, 300 000 euros, pardon. Si on va au-delà de ces 300 000 euros, il y aura peut-être d'autres acteurs qui, au niveau français, il y aura peut-être d'autres typologies d'acteurs belges, espagnols ou autres qui compléteront ce budget français. Mais voilà, ce sera principalement nous qui allons gérer ces fonds. Le montant, il sera de 60 000 euros par PME startup. J'y reviendrai plus tard. Ça sera de la subvention, il n'y a pas d'avance remboursable. 100% des dépenses éligibles seront subventionnées. Pas de bureaucratie complexe, un processus simplifié, des projets à court terme, 12 mois, avec des reporting et gestion simples, j'y reviendrai. Et ce qui est important à noter, c'est vraiment un accès au réseau stratégique européen. Vous allez, si vous êtes lauréat, pouvoir interagir avec le consortium, interagir avec les lauréats du projet qui sont en France, mais aussi à l'étranger, ce qui va pouvoir vous créer des ponts. On va aussi mettre en place des infrastructures enfin, des dispositifs de conseil, d'accompagnement des structures. Alors, on n'aura pas pour vocation de devenir une chambre de commerce ou autre. C'est vraiment, ce sera des points de contact avec ces structures durant leur projet pour les aider si elles ont des questions sur les financements, sur le déploiement à l'international ou sur d'autres types d'actions similaires. Et ça résume ce que je viens de dire. Et en gros, on a un objectif à l'échelle du projet de cibler au moins 30 PME startups. Ça sera probablement plus. Comme je disais en France, on a un objectif de 5-6. Ça pourrait être plus aussi. On verra en fonction de, voilà, de la qualité des candidatures qui sont proposées. L'appel à projet, il est divisé en deux volets, deux thématiques vraiment distinctes. Le premier volet, ça concerne les investment cases, les entreprises qui sont déjà financées dans le cadre du projet, parce que la Commission européenne voilà, soutient ces structures-là, mais veut que dans le cadre de réalisation du projet I3, des projets I3, on arrive à associer des briques technologiques à ces entreprises qui sont déjà financées. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est de leur demander quels besoins spécifiques elles avaient en termes de financement complémentaire et ça a été adressé sous forme de challenge. Donc, chaque entreprise a adressé un certain nombre de challenges qui sont aujourd'hui voilà, proposés à l'entièreté de la communauté pour pouvoir être répondus. Et tout type d'entreprise peut répondre à ces challenges si elle rentre dans ses besoins spécifiques. J'y reviendrai un peu plus tard. Et le volet 2, c'est plutôt là, beaucoup plus ouvert. On est sur des thématiques beaucoup plus larges. Ça ne sera pas en rapport avec les entreprises, ça sera vraiment en rapport avec le développement de chacune des PME et ce qu'elle a besoin de faire, ce qu'elle veut faire. Développement d'innovation, développement d'outils, développement de services. On parle bien là, par contre, de scale-up, c'est-à-dire on ne veut pas des produits qui est tout juste une preuve de concept ou qui ait besoin de valider une preuve de concept. On a besoin d'avoir quelque chose qui est assez mature, un TRL 5.6. Donc, il y a déjà des choses qui ont été prouvées, des essais, par exemple, en laboratoire, voire en conditions contrôlées. Et le but, c'est d'aider en 12 mois ces entreprises, c'est de développer ces produits euh, pour arriver à les déployer plus facilement sur le terrain. Donc là, c'est pour résumer au niveau France les différents challenges qui sont adressés par Veragro et Cybelle respectivement dans le volet 1. Donc vous le voyez, Veragro et Cybelle vont vous présenter plus tard dans le détail. La seule point moi, sur lequel je voulais revenir, c'est il y a différents challenges. Il y a aussi des challenges qui sont proposés par les partenaires espagnols, italiens, grecs.
Certains sont sur des régions très spécifiques. Je crois que par exemple, les Italiens n'ont demandé que d'avoir des Italiens en termes de participants, mais d'autres structures ont été un peu plus ouvertes. Et Veragro, par exemple, a demandé à ce que les régions éligibles en France, puissent, enfin, les entreprises qui venaient de régions éligibles en France puissent répondre à l'appel à projet, mais aussi les régions éligibles, les entreprises venant de régions éligibles en Italie, en Espagne. Donc voilà. Là, c'est présenté les deux structures françaises, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a aussi potentiellement en Espagne, au Portugal, des entreprises pour lesquelles vous pouvez candidater. Donc, regardez l'appel à projet pour ça. Le but, n'était pas de vous détailler, mais si vous avez des questions spécifiques, en tout cas, n'hésitez pas à revenir vers nous sur ce point-là. Et par contre, à l'inverse, il y a des structures comme Cibel qui ont fait des choix d'avoir des zones géographiques très précises. Cibel, c'est parce qu'ils travaillent sur des cultures tropicales, donc c'est plutôt pour les dom-toms, pour les coups sur les téléphone. Et les dom-toms, vous voyez, sont adressés pour chacun des challenges. Donc, pour le premier, par exemple, c'est 15 000. Ça varie, en fait, en fonction du challenge, de ce que l'entreprise estimait avoir besoin, enfin, pas avoir besoin, elle, mais euh, pour le lauréat du projet, ce qu'il aura besoin pour réaliser ce projet, ce challenge-là. Et pour le volet 2, qui est voilà, sur de l'open innovation, il y a 4 thématiques principales. Il faut répondre à l'une des 4 thématiques pour pouvoir être éligible. La première, c'est du scale-up de production, donc des stratégies qui visent à augmenter la capacité de production. La deuxième, c'est sur la formulation et des processus de formulation innovantes, explorer des nouvelles méthodes de formulation, des traitements de semences, des outils de mise en forme physique des produits. L'évaluation de produit, comme je l'ai dit, c'est pas faire des premières preuves de concept, mais plutôt de valider le produit à de plus large échelle ou sur d'autres cultures. Ou voilà, ça peut être caractériser aussi le mode d'action des produits, des sources de variabilité. Et le dernier point, c'est l'évaluation des services. Là, ça peut être développer des services d'OAD en rapport avec des biofertilisants, d'évaluation des produits aussi, de pulvérisation, d'épandage, tout ce qui peut, de formation aussi, je ne l'ai pas nommé, tout ce qui peut aussi améliorer le développement et le déploiement des biofertilisants. Et là, n'importe quelle PME issue des régions éligibles, j'y reviendrai la slide juste après, quelles sont les régions éligibles, mais n'importe quelle PME d'une région éligible peut candidater à ce volet-là, avec un montant max de subvention de 60 000 euros, mais j'y reviendrai aussi. Donc voici les régions éligibles au niveau européen. À gauche, vous avez plus particulièrement en France et en Belgique les régions éligibles. Donc toute PME et start-up doit avoir une implantation dans une de ces régions. Pourquoi ces régions-là? C'est parce que c'est les 3 régions de financement, la région de financement, les régions de financement de VG Police Vallée et les 2 régions Île-de-France-Normandie où sont situées Veragro et Cibel. Et pourquoi les dom-toms? Parce que l'Union européenne, dans le cadre de ce dispositif, veut aussi financer les dom-toms et les régions qu'elle considère comme avec un développement moindre par rapport à d'autres régions plus riches sur le continent. Il y a aussi des régions sur le continent qui sont financées dans ce cadre-là, en l'Andalousie par exemple, où les Canaries sont considérées à l'échelle européenne comme des régions un peu moins développées. Et c'est pour ça qu'elles sont éligibles alors qu'on n'a pas de partenaires espagnols qui sont dans ces régions. Pour les critères d'éligibilité, je parle beaucoup de start-up PME. Il faut vraiment que ça soit plus globalement que vous rentriez dans les critères de définition d'une PME comme c'est défini par l'Union européenne. Ça, c'est très important. Il y a un outil officiel d'auto-évaluation des PME qui est présent sur le site de la commission, qui est, il me semble, relayé aussi dans l'appel à projet. Donc ça, on va vous demander de le justifier dans le cadre de votre dossier de candidature. Est-ce que vous êtes bien une PME? Et pour les startups, on demande aussi à ce que ce soit des startups qui aient au moins 1 an de durée de vie avant la fin de la date de l'appel, donc au 14 novembre prochain. C'est important parce que on veut aussi des structures qui soient robustes d'un point de vue financier et qui aient les capacités voilà, de répondre à l'appel à projet et de réaliser le projet.
Des exigences géographiques, j'en ai déjà parlé. Les volets priorités, les projets doivent correspondre à l'une des thématiques prioritaires du volet 2 ou l'un des challenges du volet 1. On ne voudra pas des propositions qui sont, par exemple, dans le volet 2 sur deux thématiques différentes. Il faudra vraiment que ce soit ciblé sur une des thématiques. Pour les exigences financières, ce que je disais, c'est qu'on veut vraiment des structures qui soient en capacité de prouver leur stabilité et leur capacité financière. Et pour cela, on demandera une auto-évaluation de la capacité financière. Ça aussi, c'est répertorié dans le cahier des charges de l'appel à projet. Donc, n'hésitez pas à vous y, à, à- à le regarder pour ce point-là. Et les derniers critères d'éligibilité, donc au niveau linguistique, il faudra rédiger toutes les candidatures en anglais. On n'acceptera pas des dossiers avec des parties en français ou complètement en français. Sur la subvention, je le disais déjà pour le volet 1, c'est déjà défini le montant maximum. Vous pouvez faire moins, bien évidemment. Pareil pour le volet 2, vous pouvez faire 60 000 euros max. Vous pouvez demander un peu moins. Il y a possibilité de faire des projets collaboratifs. C'est-à-dire que là, je parle beaucoup de PME qui peut déposer de manière individuelle, mais c'est aussi possible que deux PME, et j'insiste bien sur deux PME ou deux startups, candidatent toutes les deux à l'appel à projet. Par contre, dans ce cas-là, le projet ne pourra pas excéder 120 000 euros. Et s'il y a plus de deux PME, c'est aussi possible qui candidatent, on ne dépassera pas non plus les 120 000 euros. Et pour que les PME soient considérées comme des partenaires du projet, pas comme des prestataires, il faudra bien démontrer la part d'investissement, enfin, justifier de cette collaboration. Il ne faudra pas que ce soit une PME qui candidate avec un prestataire de service pour faire de l'évaluation de produit. Ça n'aura pas de sens parce que le prestataire n'aura pas de développement, lui, de R&D à faire. Ce sera juste de la réalisation. Il faut vraiment qu'il y ait une part d'investissement de R&D de la part des deux structures. Pour la soumission, on souhaite une seule candidature par structure. Même si vous candidatez sur le volet 1 et sur le volet 2, ou si vous candidatez sur le volet 2 en projet individuel puis en projet collaboratif, on n'acceptera qu'un seul des candidatures, une seule candidature, et ça sera vraiment la dernière qu'on aura reçue qui sera recevable. Et comme je le disais, la durée du projet, ça sera 12 mois à compter de la date de signature de la convention entre le lauréat et nous-mêmes. Pour les conditions de financement, pour les coûts et les dépenses éligibles, il n'y a pas de limitation sur les coûts liés au personnel, pardon, ou sur les consommables. Par contre, tout ce qui est équipement est non éligible. Et ça, c'est une volonté de se dire que sur 12 mois, on voulait quand même des projets de R&D et pas des projets d'investissement. Donc, c'est pour cela que la partie équipement est non éligible à cet appel à projet. Et sur tout ce qui est expertise externe et déplacement, on a deux contraintes. Donc, sur la sous-traitance, on demande à ce qu'il y ait maximum 30% du budget qui soit compris dans de la sous-traitance, donc des actions que vous ne pouvez pas réaliser vous en interne, sur lesquelles vous êtes obligé de faire appel à un tiers pour réaliser cette action. Et pour les déplacements, ce sera 10% du budget total du projet. Sur le mode de paiement, c'est un paiement forfaitaire, on appelle ça un lump sum. C'est en gros, on vous versera 100% du montant des dépenses que vous avez déclarées dans le dossier de candidature sur deux timings. Le premier, à la signature de contrat, on vous versera 50% de cette somme. Et à la fin du projet que vous allez réaliser, on vous versera 50% après soumission à approbation du rapport technique qui va réévaluer l'utilisation du budget que vous allez avoir fait par rapport aux résultats obtenus. Donc, voilà, je vais anticiper, mais il y aura un rapport technique à rendre à la fin du projet dans un délai de 1 mois et un rapport intermédiaire à faire à mi-projet. Ce ne sera pas des rapports très très long non plus, surtout le rapport intermédiaire. Le but, ça sera surtout que vous nous remontiez voilà, les différents points sur lesquels vous avez travaillé, différents résultats, sous couvert de confidentialité s'il y a besoin, ça faudra l'exprimer aussi. Mais voilà,
Et le but, c'est d'avoir une vision de ce que vous avez réalisé pendant ces 3 mois. Pour l'évaluation du projet, après avoir passé l'étape d'éligibilité, on fera une phase de sélection d'évaluation des projets. On a 2 grilles d'évaluation qui sont, voilà, qui sont différentes entre le volet 1 et le volet 2. Vous les voyez là, je ne vais pas rentrer dans le détail. Juste à noter pour le volet 2, on va vraiment faire un fort focus sur tous les aspects d'innovation, le niveau d'innovation que vous allez avoir et l'impact que votre produit va avoir. C'est 2 critères qui sont assez importants dans notre regard d'évaluation, notamment s'il y a des candidatures qui ont la même note. Et on ne sélectionnera que les candidatures qui ont un seuil au-dessus de 30 sur 50 au total. Les propositions qui n'atteigniront pas le seuil seront automatiquement rejetées. Et on fera une sélection, on fera un classement des candidatures au-dessus de ce seuil-là pour sélectionner jusqu'à épuisement des crédits qu'on peut attribuer dans le cadre de cet appel à projet. Ce qu'on a décidé aussi, c'est d'avoir un minimum d'entreprises par pays pour avoir une répartition un peu homogène des candidats, des lauréats, pardon. Mais on n'aura pas de limite haute, donc c'est ce que j'ai indiqué au départ. On pourrait avoir 6 lauréats français comme on pourrait en avoir 15, 20. On verra en fonction de la pertinence des candidatures qu'on arrive à proposer en France et du process d'évaluation. Et sur le process d'évaluation, je voulais faire un focus aussi sur les évaluateurs. On sera dans le comité d'évaluation de l'appel à projet, mais pour éviter les biais, on ne sera pas dans le comité, on ne sera pas dans les évaluateurs pour le volet 2. Parce que voilà, on accompagne un certain nombre d'entre vous, on serait trop partie prenante, et du coup, si votre proposition n'est pas sélectionnée, on ne sera pas, voilà, on ne sera pas responsable de ça. On pourra vous accompagner par contre au maximum avant le dépôt. On pourra voilà, faire des points d'échange avec certains d'entre vous pour vous aider à cadrer un peu les différents éléments que vous pouvez proposer dans l'appel, dans la candidature. Est-ce que ça paraît pertinent et peut-être d'avoir une relecture critique aussi du dossier, mais on ne pourra pas évaluer ce dossier-là. Et pour le volet 1, on sera dans la boucle de chacun des dossiers. Donc là, on pourra moins vous aider sur l'accompagnement des dépôt sur le volet 1. Par contre, voilà, on sera, en fait, on sera dans la boucle du volet 1 parce qu'on avait besoin d'avoir un regard quand même national pour vérifier de l'adéquation entre la demande de l'entreprise, donc en l'occurrence Cybele et Veragro, versus le projet qui a été déposé. Donc là aussi, on essaiera de limiter les biais. Donc moi, par exemple, je n'évaluerai pas de structure avec laquelle j'ai un accompagnement fait d'autres évaluateurs en interne. Mais voilà, le but, c'est vraiment de limiter les biais et je voulais faire un focus vraiment là-dessus pour éviter les déceptions et les frustrations à la fin de cette phase de sélection. Et puis globalement, on va sélectionner des évaluateurs qui ont une expertise sur les thématiques que vous avez proposées, qui représenteront à minima 2 voire 3 régions différentes qui sont couvertes par les membres du projet. Faut bien répondre à tous les critères que je vous ai présentés juste avant dans le dossier parce qu'on aura une grille d'évaluation qui sera assez stricte là-dessus. Et cette phase d'évaluation sera suivie d'une phase de complaints. En gros, le porteur du projet, si on vous dit que le projet n'est pas sélectionné, pourra revenir de manière très argumentée sur ce retour, s'il estime qu'il n'est pas cohérent ou qu'il n'est pas valide sur certains points. Il faudra vraiment que ça soit bien argumenté, par contre, pour qu'on puisse réévaluer le dossier sur la base de ce retour. Donc, voilà, il y aura cette possibilité-là, mais j'insiste sur la manière qu'il faudra vraiment que ce soit des arguments forts et très argumentés. Et pour terminer sur cette présentation de l'appel à projet, voici les différentes timelines. Vous voyez des dates. C'est les dates qu'on s'est fixées. Il y aura peut-être un tout petit peu de retard en fonction du nombre de projets et de la fluidité du process d'évaluation. On n'aura pas un mois de retard non plus. Donc, si vous n'avez pas les différents retours après la phase d'éligibilité ou
Surtout la phase de validation des projets après l'évaluation et la phase de complainte. Oui, vous pourrez revenir vers nous si besoin. Ce qui est sûr, c'est que lors de la soumission jusqu'au 14 novembre, donc vous avez bien jusqu'à 14 novembre pour soumettre votre dossier, vous devez recevoir une notification automatique, soit dans la foulée du mail, soit quelques heures plus tard. Je vous avoue que là-dessus, c'est nos partenaires italiens qui gèrent ça, mais ce qui est sûr, c'est que vous avez une notification automatique. Si vous ne l'avez pas, n'hésitez pas à revenir vers moi. Ça m'est arrivé il y a pas plus tard que quelques semaines, d'avoir un projet que je déposais qui n'était pas étudié parce que le consortium ne l'avait pas vu dans la boîte mail, ce qui peut être problématique. Donc, n'hésitez pas à vraiment revenir vers nous si vous avez le moindre doute là-dessus. On ne veut pas passer à côté de candidature s'il y a eu des problèmes informatiques. Et après, je ne vais pas rentrer dans les détails, juste voilà, les résultats seront envoyés entre fin janvier pour les projets non sélectionnés et on cesse jusqu'au 6 février pour les projets sélectionnés pour un lancement des projets début mars. C'est ambitieux comme timing, on espère qu'on arrivera à le respecter, mais du coup, de votre côté, ça vous permettra d'avoir des projets à réaliser de mars 2026 jusqu'à fin février 2027. Et c'est tout pour moi, donc on va pouvoir passer à la présentation de Veragro. Théo, si tu veux te connecter. Oui, merci Thomas. Hop, c'est tout bon? Ok, super. Bah, je me représente rapidement pour ceux qui sont arrivés entre-temps. Donc, je m'appelle Théo Saint-Martin, et donc je suis un des cofondateurs de Veragro. Veragro, on est une jeune entreprise basée en Normandie. On a été créé en 2019, et donc on conçoit, produit et commercialise des biostimulants. En fait, à Veragro, on s'est intéressé de très près au ver de terre. Pourquoi le ver de terre? Parce qu'on aime dire que le ver de terre, ça fait 350 millions d'années qu'il est présent dans nos sols. 350 millions d'années d'évolution, de recherche, de développement réalisés par la nature, par la vie. Et à Veragro, c'est sur tout ce savoir-faire qu'on a capitalisé pour développer nos produits de biostimulation. Comment ça fonctionne? Dans un premier temps, on vient retraiter des coproduits agricoles ou alimentaires, donc typiquement des déchets organiques. Nous, on valorise du fumier équin, du marc de café, et en fait, ça va être notre matière première, notre nourriture pour nos lombrics, nos vers de terre. On a développé des systèmes de lombricompostage à flux continu. Ça veut dire quoi? Ça veut juste dire c'est des systèmes automatisés dans lesquels vivent des millions de vers de terre. Et en fait, on vient nourrir ces vers de terre avec ces déchets organiques par le dessus de la ligne et on récupère lors d'éjection le lombricompost par le dessous sans jamais déranger leur activité. Et donc, ce lombricompost, c'est un super produit pour les cultures. En fait, ça ne s'arrête pas là à Veragro. L'innovation majeure, c'est qu'on a développé un process liquide qui va nous permettre d'extraire et concentrer tous les principes actifs de ce lombricompost, mais aussi tous les micro-organismes qui sont propres aux vers de terre contenus dans ce lombricompost, sous un format liquide pour la grande culture. Et en fonction des produits qu'on prépare, on vient complémenter la recette avec d'autres ingrédients d'origine végétale qui vont vraiment avoir une synergie avec ce lombricompost et avoir une multitude d'actions sur les cultures et sur le sol. Aujourd'hui, Veragro, c'est une gamme de 3 produits, foliaire, sol et semences. Donc, qu'on distribue à travers des distributeurs agricoles. Donc, typiquement, pour la gamme foliaire et sol, les coopératives et les négoces. Et pour la gamme semences, les semenciers. Donc, le produit foliaire, ça va être un produit qu'on applique sur des stades précoces sur les cultures. Le produit sol, ça va être avant la culture, mais aussi il peut être appliqué après la culture pour aider à la dégradation des résidus de culture, de la matière organique. Et puis, il a un enrobage de semences pour aider les semences à avoir une meilleure vigueur au démarrage, une meilleure germination. Donc rapidement, quelques chiffres. Veragro, aujourd'hui, c'est une trentaine de distributeurs en national. On est aussi présent dans quelques pays européens et un tout petit peu en dehors de l'Europe. Et donc, à travers ce projet Biofertilizer, qu'est-ce qu'on cherche à faire? En fait, c'est vraiment être un scale-up de la production. Pourquoi? Car aujourd'hui, on est capable de produire environ 1000 litres de nos biostimulants par jour. Notre process, c'est un pilote industriel. Donc, il est capacitaire de 1000 litres par jour, mais ça demande beaucoup de temps humain, c'est pas monitoré. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir monter en capacité pour répondre à l'attraction commerciale, pouvoir passer à 3000 litres jour ou à 3000 litres par batch, en y consacrant moins de temps humain. Et donc, à terme, pourquoi pas, en 2-8, être capable de sortir 6000 litres jour.
Tout ça, ça s'accompagne également en parallèle d'essais agronomiques dans différents pays de l'UE. En fait, on veut mesurer nos biostimulants sur différents sols, différentes conditions climatiques. Tout ça aussi dans un but d'expansion et de distribution de nos produits à travers les différents pays européens. Et enfin, évidemment, qui dit distribution dit homologation, donc autorisation de mise sur le marché, car on est obligé de travailler pays par pays pour demander une homologation de chacun de nos produits. Et donc, évidemment, c'est un process qui est long, qui est assez coûteux. Donc voilà globalement ce qu'on fait à travers ce projet Biofertilizer. Et les challenges qu'on a adressés aujourd'hui, donc on a un premier challenge qui va être l'imagerie de l'impact d'un biostimulant. Donc sur différentes cultures, on veut mesurer, enfin avoir une imagerie de notre produit versus un témoin. Donc c'est vraiment dans un contexte agronomique in situ, avec peu importe la techno, des caméras spectrales ou thermiques. L'idée, ça va être sur plusieurs cultures, mesurer d'un point de vue visuel et quantitatif entre une zone traitée et le témoin. Et en fait, c'est vraiment transformer cet effet des fois invisible en une preuve visible et mesurable. De la même manière, on aimerait faire une surveillance temporelle par imagerie spectrale du développement foliaire après application de notre biostimulant. Donc, toujours la même situation, donc un traité vs un témoin. Le but, ça va être vraiment de démontrer que le biostimulant appliqué en début de cycle, il va favoriser un feuillage plus développé, plus homogène et plus fonctionnel par rapport au témoin. Troisième point, c'est qu'on aimerait faire une étude d'impact environnemental croisée. Qu'est-ce qu'on entend par là? C'est vraiment démontrer que nos biostimulants, ils ne vont pas se limiter à stimuler les végétaux, mais ils vont aussi participer à une agriculture plus durable en renforçant la qualité et la résilience des ressources fondamentales que sont le sol, l'eau, la biodiversité ou encore la fertilité des sols. En quatrième point, donc, c'est l'évaluation du cycle de vie des biostimulants. Donc en fait, on aimerait regarder la dynamique de séquestration du carbone. On a déjà quelques données là-dessus, mais on aimerait aller un peu plus loin, avec potentiellement à terme, pouvoir potentiellement monétiser cette séquestration du carbone dans les itinéraires agricoles. On aimerait travailler aussi sur les engrais, donc l'imprégnation des engrais. Donc c'est un peu à l'instar de l'enrobage de semences. Ça serait imprégner des engrais type urée ou bien DAP, et pour pouvoir montrer l'impact positif sur une libération prolongée des engrais et l'assimilation au champ. Et enfin, les derniers points, c'est vraiment un focus vigne. Donc évaluer l'impact du biostimulant sur la culture de la vigne, notamment la vigne, sa résistance au stress thermique ou hydrique. Et le dernier point, c'est notamment sur la mise en réserve de la vigne. Donc, c'est la reconstitution des réserves de glucides, de minéraux de la vigne. Voilà, cette mise en réserve est vraiment une étape clé pour la vigne. Ça va conditionner la vigueur et la fertilité de la vigne sur le prochain cycle de culture. Et c'est tout pour moi. Merci beaucoup Théo pour cette présentation. Dans tous les cas, en plus, on pourra y revenir. Et si vous avez des questions au-delà du webinaire, on vous donnera les contacts de Théo, Arnaud et de moi-même par la suite. Voilà, Arnaud, je te laisse la main pour conclure cette phase de présentation. Merci Thomas. Alors, hop, j'ai le temps de récupérer la présentation que voici. Bonjour à tous. Comme Théo, pour ceux qui sont arrivés en cours de route, je me représente. Arnaud Valdelière, je dirige Cybele Agrocare, qui est l'investment case numéro 7 de notre consortium au sein de I3 Biofertilizer. Pour parler un petit peu de Cybele, Cybele, c'est une agribiotech française spécialisée en nutrition et durabilité des cultures. Comment on fait ça? Eh ben, on a un spécialiste des bactéries phytobénéfiques. Donc, on est un producteur de bactéries. Notre savoir-faire va se décomposer de la manière suivante. On est capable de sélectionner des bactéries pour leur activité agronomique. Une fois qu'on a une activité agronomique, il va falloir évaluer la capacité d'industrialisation de la bactérie parce qu'on peut avoir une bête de course. Si on n'est pas capable de la multiplier, elle ne va pas servir. Et à partir de ça, on va faire l'ensemble du cycle go-to-market, dont d'ailleurs la phase, et c'était souligné et par Thomas et par Théo, la phase réglementaire est très très importante.
À l'issue de ce cycle, on a donc une solution microbiologique circulaire pour une agriculture résiliente, à la fois pour le sol et pour la culture. Je m'excuse, voilà. Le contexte et les enjeux. Alors évidemment, on a une activité importante chez Cybele sur l'ensemble du territoire européen, mais il nous semble important d'apporter des outils également pour les dom-tom, donc les agricultures tropicales et subtropicales, qui peuvent avoir une forte dépendance aux engrais chimiques, mais bien sûr, comme le reste du territoire européen, avec des difficultés supplémentaires, c'est qu'il peut y avoir une forte dépendance aux importations et que ces coûts sont beaucoup plus importants. Comme sur l'ensemble du territoire, il y a également des enjeux de fragilité des sols, de perte de fertilité, de pression pour la réduction de l'empreinte carbone. Et donc, l'opportunité d'utiliser des biofertilisants dans le cadre d'une économie circulaire peuvent être un levier majeur de durabilité, mais l'ensemble des innovations qui sont portées adressent des cultures qui vont être plutôt d'Europe continentale. Et nous, on a souhaité pouvoir aller plus loin sur les agricultures tropicales et subtropicales, parce qu'on a un volet de notre projet qui adresse déjà la partie plutôt continentale des enjeux. Donc voilà, l'objectif, c'est pour nous d'arriver à la fin du projet et de ce cascade funding avec un nouvel outil pour tout type d'agriculture, donc conventionnel notamment, hein, on n'est pas hors conventionnel et les solutions qu'on essaye d'apporter sont bien entendu pour l'agriculture conventionnelle dans les agricultures tropicales et subtropicales. Le projet, c'est l'évaluation d'une solution microbienne sur le rendement et la fertilité des cultures exotiques. Comme je le disais, les cibles sont les cultures tropicales et subtropicales. Il y a la canne à sucre, le riz, le sorgho, la banane, le coton, patates douces. On peut penser à pas mal de choses, mais par exemple, la canne à sucre représente plus de 50% des surfaces de la Réunion. Et donc, de nouveau, on essaie de s'adresser et d'offrir des outils là où il y en a besoin. L'objectif, c'est donc de tester un inoculant bactérien sur une bactérie que nous avons développée qui favorise l'assimilation de l'azote et la biodiversité des sols, la santé des sols, en faisant bien attention à l'ensemble des marqueurs agronomiques. Donc, il y a une approche qui est de générer de la donnée agronomique de terrain, mais évidemment économique et technique. Alors agronomique, très souvent, dans notre écosystème, ça va être relié à de la recherche. C'est pour ça qu'on met également de terrain. Le labo est important, mais le terrain est important et on doit faire le pont entre les deux. Si on développe des solutions qui ne sont pas économiquement viables pour l'agriculteur, l'utilisateur, mais la chaîne de valeur, c'est-à-dire les producteurs, mais leurs distributeurs, alors la solution ne pourra pas être utilisée. Il faut prendre en compte l'ensemble de la chaîne de valeur dans l'évaluation d'une solution comme celle-là. Et bien entendu environnemental, où on pense que on a des atouts sur ce plan-là pour un déploiement solide pour le futur. Et donc, bon, on parlait de à qui s'adresse le Cascade Funding, évidemment aux PME, comme le rappelait Thomas. Effectivement, Thomas, vous invitez à aller évaluer, faire votre auto-évaluation sur le site de la Commission européenne pour voir si vous rentrez dans les critères de la Commission européenne. Peut-être
pour une première aide, la définition européenne de la PME sont l'ensemble des sociétés qui ne dépassent pas 250 collaborateurs et un chiffre d'affaires de 50 millions d'euros. Ça peut vous aider à l'issue de ce webinaire à vous dire oui, oui, je vais bien aller terminer mon évaluation parce que je sais que de prime abord, je rentre dans ces critères-là. On peut prendre en compte les centres d'essai, les producteurs, les distributeurs, comme je les disais. Et puis, il y a la possibilité aussi de faire des projets collaboratifs, donc de mobiliser le tissu innovant et économique pour arriver à faire une proposition la plus pertinente possible. Les objectifs scientifiques et agronomiques, mesurer l'impact sur les rendements et la qualité agricole en prenant en compte et en proposant l'ensemble des marqueurs agronomiques qu'on va pouvoir suivre sur l'ensemble d'un cycle de culture. Bien évidemment, l'efficience de l'utilisation de l'azote, mais également la santé des sols et l'activité microbienne. Enfin, bien sûr, je le disais il y a un instant, la comparaison économique avec les pratiques fertilisantes classiques face au compte d'exploitation. Je pense que c'est le juge de paix pour l'utilisateur et en menant ces projets, il faut que l'utilisateur final, l'agriculteur, soit au centre de nos préoccupations. Également, il y a définir les lignes directrices d'utilisation technique pour les systèmes tropicaux. Pardon. L'impact et la valeur ajoutée, eh bien, l'agriculteur est toujours au centre, hein, donc voir comment on arrive à une réduction des coûts de fertilisation, une rentabilité au minimum stabilisée, mais voire même bien optimisée, et une moindre dépendance aux engrais importés. Pour l'environnement, une fertilité biologique restaurée et quel est l'impact carbone. Et pour les territoires, les territoires, une adaptation au système de culture régionaux, ainsi que la contribution aux objectifs européens de durabilité. C'est vraiment ces outils-là qu'on souhaite apporter aux régions. Voilà, comme le disait Thomas et comme il l'a de manière très détaillée présenté, le budget estimé est de l'ordre de 60 000 euros en fonction du projet proposé. Et le besoin clé sont des partenaires pour essais terrain. On peut avoir bien sûr l'amont, mais il faut forcément que ça arrive au terrain à la fin, en conditions tropicales, subtropicales. Et tout ça menant à effectivement une arrivée sur le marché de la solution pour qu'il puisse y avoir une démocratisation de la solution et une mise à disposition de l'utilisateur de la solution. Voilà pour Cybèle et merci de votre participation. Merci beaucoup Arnaud. Effectivement, c'est bien que tu aies rappelé les critères, pour être une PME au niveau européen. Ça complète bien mon propos et ça permet de screener plus rapidement pour les différents participants. Comme vous voyez, voilà, sur ce volet 1, on sera moins sur des typologies de projets de R&D, c'est plus sous un format de prestation avancée avec quand même des propositions en termes voilà, d'innovation, de manière de traiter les différents changes qui seront attendus. Mais ça sera voilà, ça sera moins complexe que le dossier sur le volet 2, où là, étant donné qu'on est vraiment sur le développement d'un produit, d'un service, d'une entreprise qui n'est pas si belle ouvert agro, on attend des dossiers qui soient beaucoup plus détaillés en termes d'innovation et d'impact potentiel. Voilà, c'était un peu pour le bilan. Merci beaucoup à tous les deux. Vous pouvez mettre vos caméras si vous voulez, si vous avez des réponses à apporter pour les différentes questions qui nous parviennent.
Donc, on va passer à la phase de questions-réponses. Euh, on a déjà reçu pas mal de questions, donc je vais commencer à y répondre pour celles dont je peux répondre. N'hésitez pas, Théo et Arnaud, si vous avez des compléments à y apporter. Et puis, si vous voulez prendre la parole, vous pouvez aussi lever la main voilà, dans le chat. Et puis, voilà, la parole pour poser une question, bien évidemment, par rapport à ce qu'on vient de vous présenter. Première question de Natacha Rambaud qui demande, on mentionne les startups et PME, les TPE seraient-elles éligibles? La réponse est oui, un grand oui, par rapport à ce que décrivait Arnaud. Un PME au niveau européen, ça comprend les TPE, donc c'est toute structure qui est en dessous voilà, de 50 millions d'euros et je me souviens plus le nombre de collaborateurs, c'est 250, je crois, si je dis pas de bêtises. Arnaud, tu me contrediras, c'est bien ça. C'est bien ça. Ok. Lionel Lesgretin, je suis désolé si je prononce mal votre nom de famille. Bonjour, les projets et investissements peuvent-ils être initiés avant la validation par le consortium? Alors, sur ce point-là, c'est un sujet sur lequel voilà, on a un point de discussion actuellement dans le consortium. Ce qui est notre posture actuelle, c'est que tous les projets commenceront à partir de début mars, donc on prendra en compte que les dépenses à partir de début mars. Là où il y a un point de discussion, c'est si on a des retards de conventionnement qui peuvent être dus par rapport à des formalités administratives entre nous-mêmes et les lauréats. On verra si on accorde voilà, si par exemple on signe la convention fin mars, ou mi-avril, on accordera probablement à ce que les dépenses puissent être engagées dès le mois de mars. Mais avant le mois de mars, on pourra pas considérer que les dépenses initiées avant le mois de mars puissent être considérées comme une dépense éligible. Une question de Christian Ecker. Le montant de la subvention des projets est de 60 000 euros par PME, sauf que sur la présentation de Veragro, on indiquait 90 000 euros. Est-ce qu'on, du coup, on peut dépasser les 60 000 euros ou pas? C'est une bonne question parce que c'est un point que j'ai peut-être mal expliqué, qui est complexe à formuler. En fait, là, dans ce que présente Veragro et Cybelle, chacune des lignes correspond à un challenge différent et donc à un projet différent. Il ne s'agit pas de se dire on va postuler au projet global de Veragro qui, dans le total, fait 90 000. Ça, ce n'est pas possible. L'idée, c'est d'avoir une structure qui candidate sur la première ligne, une structure qui candidate sur la deuxième, une structure qui candidate sur la troisième. Donc, on est bien dans ce montant des 60 000 max, dans le sens où, vous voyez, le plus gros des challenges est proposé par Cybelle à 60 000 euros. Mais voilà, le but, c'est pas d'additionner les différents challenges comme on l'a indiqué. Enfin, voilà. Il y a des points sur lesquels Théo voudra rebondir et il n'hésitera pas. Et puis, on pourra en discuter aussi ensemble, je pense, pour aussi mieux vous orienter sur ces différents challenges et faire en sorte que vous y répondiez efficacement. Une question de Stéphane Rouvran. Bonjour, certaines de ces cultures citées par Monsieur Valdelièvre se développent aussi ici. Les projets candidats doivent-ils obligatoirement viser une mise en œuvre en zone tropicale ou est-ce que c'est possible aussi dans l'Ouest sur des plantes d'origine tropicale? Alors là, Arnaud, je peux te laisser déjà répondre parce que ça te concerne directement, puis je donnerai après un avis complémentaire si besoin. Oui, il y a clairement une ouverture à dire que au sein des régions qui sont éligibles au cascade funding, il peut y avoir des acteurs un peu partout qui peuvent avoir des réponses pertinentes. Il faut que la réponse soit bien entendu pertinente, c'est-à-dire que si tout d'un coup on parle de la culture de la patate douce dans le Grand Ouest et que c'est pas transposable, là, on est hors du challenge qui est proposé. Si on est capable de dire, oui, voilà, on travaille dans des conditions qui permettent d'apporter des réponses ou une partie de la réponse dans cette région et l'autre partie de la réponse dans une région subtropicale, par exemple, plus tropicale,
alors on apporte bien une réponse au challenge dans ce cas-là. Alors, je serais un peu plus mesuré que toi, j'allais dire, on peut répondre sur une thématique similaire plutôt sur le volet 2. Par contre, sur le volet 1, dans le challenge que tu as proposé, les zones géographiques sont quand même celles qu'on a présentées. Alors, à voir après, si toi, tu as un intérêt à ce que d'autres régions soient éligibles, on pourra discuter en interne pour faire un Ouais. amendement sur Mais aujourd'hui, vu qu'on a indiqué que les dom-tom étaient les seules régions éligibles, sur ce challenge, on pourra uniquement répondre aux dom-tom. Par contre, ça n'empêche pas que puisse y avoir des projets sur des thématiques similaires sur le volet 2 qui se propose de tester les biostimulants de Cybèle comme modèle d'étude. Ça peut être très bien, le projet peut être très bien sur le volet 2, développer des méthodes d'évaluation des biostimulants sur des plantes d'origine tropicale dans l'ouest de la France. Ça peut être un Je te projet. remercie pour la correction qui n'était pas claire pour moi pour le coup, mais évidemment, les régions, comme je le disais en introduction, les régions tropicales, subtropicales sont l'enjeu, donc ça a du sens de faire ça là-bas, ça c'est clair et net, quoi. Merci beaucoup. Bonjour, Anne de Bioani. Bonjour, si la PME est en France, mais la R&D se fait hors UE, est-ce que cela peut être éligible? La réponse, pour moi, est non. Il faut vraiment que la R&D se fasse en Europe et dans les pays dans les régions qui sont indiquées dans le cahier des charges. Si vous indiquez faire de la R&D, par exemple, en Afrique, le projet ne pourra pas être éligible. Par contre, si c'est faire de la R&D pour développer des produits à destination des marchés africains, ça, c'est possible. C'est-à-dire que vous pouvez très bien avoir du scale-up de développement en France ou des tests de R&D en France ou des tests de formulation en France qui ensuite, pour des produits qui ensuite seront vendus en Afrique, en Amérique, en Asie, voilà. Mais il faut vraiment que la phase de R&D soit soit bien dans les régions éligibles, donc en France, dans les régions présentées ou sur les autres régions européennes. Une question de Natacha Rambaud, ce n'est pas forcément clair pour moi entre le volet 1 et 2, vous serait-il de revenir dessus? La question, c'est qu'est-ce qui n'est pas clair? Alors, pour être bien, pour repréciser, le volet 1, c'est vraiment des challenges, donc c'est-à-dire c'est les entreprises du consortium qui ont proposé des sujets. Donc là, vous voyez à l'écran les sujets, les challenges proposés par les membres du consortium. Et en gros, si vous voulez y postuler, il faut répondre à l'un de ces sujets-là. Donc là, dans le cas de Veragro, sur la première ligne, c'est euh, développer ou les accompagner sur de l'imagerie pour évaluer l'application d'un biostimulant. Ça, c'est un projet qui peut être déposé sur cette ligne-là et auquel cas qui donnera lieu à un montant maximal de subvention de 15 000 euros. Sur le volet 2, là, c'est vraiment des thématiques de projets qui n'ont aucun rapport avec Cybèle, Veragro et les autres entreprises du consortium. Il faut juste répondre à une des 4 thématiques qui sont dessous, c'est-à-dire que si vous êtes une structure qui développe je dis une bêtise, des biostimulants à base d'algues ou d'extraits végétaux et que vous avez besoin de faire de l'évaluation de ce biostimulant sur vigne parce que vous avez déjà évalué sur d'autres cultures ou si vous avez déjà des preuves de concept sur vigne en conditions semi-contrôlées, bah, vous pouvez déposer un projet disant le but, c'est de valider la pertinence de ce biostimulant sur la culture de la vigne en 12 mois. Et c'est ça votre projet. C'est bien là la différence entre les deux volets. Le premier, c'est vraiment destiné à répondre à un besoin d'une de nos entreprises du consortium. Le deuxième, c'est de répondre à une thématique générale et à vos besoins d'entreprise ou non. J'espère que j'ai été clair. N'hésitez pas à me confirmer dans le chat, Natacha, si c'est bon. Deux questions de Thomas Lenné. Le biochar est mentionné dans la plaquette du col. Est-ce que cela est bien couvert? Oui, tout à fait, c'est bien couvert, même si le biochar peut
scientifiquement avoir des sujets de débat ou économiquement, on l'a considéré comme un des matières premières qui peut être éligible dans la typologie de projet qu'on souhaite porter. Donc, il n'y a pas de souci pour intégrer le sujet de biochar. Il y a même un challenge porté par les équipes italiennes, justement, par l'entreprise italienne qui est autour de ce sujet-là, il me semble, si je ne dis pas de bêtises. Thomas Lenné, encore à nouveau. Y a-t-il d'autres IC auxquels les PME françaises peuvent répondre? Alors ça me demandera de reprendre l'appel à projet. Je peux, on était 2 secondes, je peux revenir dessus. Mais oui, oui, il y en a 2 ou 3 autres. Je sais que, par exemple, s'il y a des Belges ici, notre entreprise belge n'a pas proposé de change, ce qui explique pourquoi on n'en a pas parlé aujourd'hui. Euh, et attendez, parce que pour les autres IC, je vais vous l'afficher. Hop. Juste pour en revenir, je vais en profiter pour revenir. Alors, sur le site internet, on vous transmettra le lien sur le site internet. Il y a toutes les informations. Il y a le document PDF et le document de candidature. Donc, il faudra bien, pour vous télécharger les deux, répondre au document de candidature et l'envoyer à l'adresse suivante qui est mise en bas de cette page web, qui est la même adresse en fait si vous avez des questions d'ordre général et pour déposer votre dossier. Donc, il faudra bien envoyer le mail à cette adresse. Et par rapport aux autres challenges, donc les acteurs portugais ont mis ça plutôt sur le Portugal. En Italie, il y a un challenge qui est adressé par rapport au mapping by products and waste, development of geolocalized map of organic waste. Bon, vous pourrez regarder. Là, en Italie, il y en a un. Il y en a même 3 en Italie. Il n'y en a pas en Catalogne, il y a notre français et c'est tout. Donc en gros, pour faire simple, le seul autre pays où c'est possible, c'est en Italie. Vous regarderez, c'est le IC3 dans le tableau qu'on vous a proposé sur l'appel à projet. Enfin, il y a peu finalement parce que toutes les entreprises de notre consortium n'ont pas eu des besoins et n'ont pas eu forcément besoin de proposer des challenges. Donc, on a finalement que 5, je crois, entreprises qui ont proposé des challenges, dont 2 qui l'ont proposé uniquement dans leur région respective. Voilà pour les questions. Euh, S'il y en a d'autres, n'hésitez pas à les indiquer le temps que je fasse la conclusion. Arnaud, Théo, vous pouvez vous remettre si vous voulez pour la conclusion. Donc, n'hésitez pas, comme je le disais, à revenir vers nous trois pour si vous avez des questions. Euh, Vers Arnaud et Théo, si vous avez des points de compréhension par rapport au change qu'ils ont adressé, pour être vraiment sûr que vous êtes dans les clous et même voilà, vous faire changer. Ils ne seront pas dans le process de sélection, donc vous pouvez leur demander si vous répondez bien aux, voilà, aux critères de ce qu'ils avaient pour ambition de faire subventionner via ces challenges. Et voilà, si vous avez des questions plus d'ordre général, n'hésitez pas à revenir vers moi. Il y a aussi l'adresse mail générale du projet. Je suis au courant des deux, donc ça peut parfois être plus rapide de m'écrire directement en français si vous voulez. Et comme je le précisais, pour les adhérents VG Police Valley, si vous avez besoin, voilà, qu'on vous aide plus spécifiquement sur l'accompagnement sur le montage de ces dossiers, n'hésitez pas à revenir vers moi ou vers votre référent au sein du pôle pour qu'on en discute ensemble et qu'on puisse monter les dossiers les plus pertinents possibles. Vous l'avez compris, nous, notre objectif, c'est d'avoir les meilleurs dossiers possibles et d'avoir les meilleures entreprises qui puissent répondre. Et si elles sont françaises, on sera d'autant plus content. Donc voilà, n'hésitez pas et on reste à votre disposition si besoin. Et tous les replays seront disponibles, que ce soit sur le site
projets ou on vous les enverra par mail aussi. Voilà. Je sais pas si Théo, Arnaud, vous aviez quelque chose à ajouter pour conclure ou si c'était OK pour vous. C'est OK. Merci beaucoup à Ouais, merci tous et Thomas. Merci à tous. hâte de voir les projets. Ouais. Donc, merci à tous et puis très bonne fin de journée. Ah, non, il y a une question de Natacha. Oui, pardon, encore une question. Merci Thomas. Oui. Euh, je me disais, c'est un projet européen. Il y a pas, je sens pas vraiment de collaboration européenne. Enfin, comment se, Oui. enfin, c'est-à-dire, Effectivement, alors c'est un point qui apparaît dans l'appel à projet, je n'ai peut-être pas bien insisté dessus. La collaboration européenne n'est pas un critère d'éligibilité. Vous pouvez très bien faire un projet franco-français. Par contre, si vous proposez un projet avec des ponts, des prestations, des développements avec des PME situées dans les autres régions européennes qui sont référencées dans le cahier des charges, ça sera des points supplémentaires pour vous. Aujourd'hui, on valorise ça et on valorisera aussi l'aspect européen par rapport au fait que vous allez réaliser un projet de 1 an dans les régions où vous êtes situé, mais il y aura aussi pour volonté de vous mettre en relation dans le cadre de ce projet-là avec des potentiels partenaires, des potentielles personnes au niveau européen. Et bien entendu, vous serez invité, on aura une grosse convention à la fin du projet qui sera le lieu de faire du réseautage avec d'autres partenaires européens. Le but, c'est vraiment d'avoir ces deux timings, renforcer nos compétences régionales et travailler ensuite, dans le cadre de la deuxième partie du projet, sur ces aspects d'interconnexion régionale. Donc voilà, je ne sais pas si ça répond à vos questions. C'est vrai que ça peut paraître un peu bizarre présenté comme ça, mais il y a quand même cette volonté inter-européenne à mettre en oui, avant. oui, non, ça répond à ma question, mais ça me semblait important de le préciser, puisque sinon Mm. ce serait pas un projet européen. Là, j'imagine qu'il y a une volonté d'action commune quand même, et j'avais du mal à le situer sur votre présentation. Donc, Voilà, merci pour la précision. c'est pas une obligation, mais ça vous donnera des points supplémentaires si c'est le cas. Donc, OK. Merci à tous s'il n'y a pas d'autres questions. Et puis Arnaud, Théo, si ça vous dérange pas de rester 5 minutes pour qu'on fasse un tout petit débrief d'ici midi. Et puis Ophélie, je pense que tu peux arrêter l'enregistrement.